Bonjour, nous sommes le 29 avril, il est 15 h et j'ai eu envie ce matin de vous montrer, si Goliath veut bien, parce qu'il n'a pas l'air de tout à fait collaborant, de vous montrer un nouveau lieu de mémoire. Alors je sais que ça va déplaire à certains qui ne sont pas plus partisans des aspects culturels que des aspects animaliers. Mon cerveau refuse de dire le mot animal maintenant, tellement je trouve tout ça traumatisant, choquant, mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus pour la xème fois. Nous sommes au Shumansek. Shumansek. Pourquoi Schuman? Sek, je suppose que ça veut dire mémorial. Parce que c'est le mémorial, un site mémorial de la bataille des Ardennes. Alors c'est bruyant, nous sommes près de la Grande Route, mais pourquoi Schuman? Alors vous voyez, voilà les panneaux, je vais vous lire un peu ce qu'il y a là-dessus, je pense que ça vous plaît. Il y a un second panneau là-bas, mais qui sera vite expédié. En fait, derrière moi, là, derrière ce bosquet, il y a le fameux café Schuman, qui existe toujours, qui a été un peu retapé parce qu'il était vraiment malmené. Il y a une photo là-bas, il n'en restait pas grand-chose, qui était au cœur d'une bataille absolument abominable. C'est ici que la bataille des Ardennes a culminé, et dans le bois devant nous, que nous allons traverser ensemble, l'armée allemande et l'armée américaine se sont battues pendant des semaines. Alors les dates sont là sur le panneau. Je vous lis entre le 27 décembre 1944 et le 21 janvier 1945. Et je lis littéralement, à l'instant même, ici ont eu lieu les combats les plus meurtriers de la bataille des Ardennes. Des milliers de vies ont été sacrifiées. Et d'ailleurs, il y a une tombe de masse, là, une tombe commune, une fosse commune, de l'autre côté du bois, à peu près à 1 kilomètre d'ici, où il y a 1 millier de corps anonymes, américains et allemands mélangés. Non, tout ça n'est pas du goût de Goliath. Alors, bon, il y a plein de trucs, mais on ne va pas passer toute la vidéo à faire ça. Ce que je trouve amusant aussi, c'est... Enfin, amusant, il n'y a rien d'amusant là-dedans, mais c'est quand même un beau rappel. C'est ce qu'ils appellent ici la malédiction des Ardennes. Pourquoi? Parce que, ben, vous voyez, hein, 1870... Allez, on y va. 1914, rebelote. Et alors, 1940, bien entendu, vous savez, la brièveté des combats entre l'Allemagne et la Belgique et puis la France, quelques jours en fait. Hein. Mais 1944, 16 décembre, rebelote, 4e invasion allemande ou prussienne de cette belle région des Ardennes. Enfin bon, voilà, tout ça c'est de l'histoire, un petit peu ne fait pas de tort. Et il y a plein de trucs, il y a des nouvelles choses que je ne connaissais pas. Voilà, les bois sont parsemés de figurines comme ça, qui sont tirées de véritables photos, qui apparemment ont été prises dans le coin ici, mais je vous dis, c'est un endroit très particulier. Juste ici, oui, derrière ce panneau, il y avait une maison qu'on appelait la maison Melchior, qui a été au cœur de la bagarre. Il y avait une femme veuve et ses 10 enfants qui ont survécu dans la cave, dans un carnage apocalyptique. Bon. Voilà, alors je vais essayer de ne pas rendre ma vidéo trop apocalyptique, parce que, bon, c'est pas le but non plus, mais si vous voulez, je vais encore une fois me plaindre au sujet de quelques aberrations, hein, érigées en dogmes, qui, à mon avis, sont plus néfastes qu'utiles. De toute façon, par principe, ce genre de diktat, enfin celui auquel je vais m'attaquer en priorité ou en premier en tout cas, mais c'est celui qui me choque le plus, c'est que, selon certains, on ne pourrait pas manger de protéines
au dernier repas. Bon. Donc, je pense que ça correspond toujours au modèle des 3 repas. Vous savez que moi, je suis plus sur 2 repas. Moi, personnellement, je fais que 2 repas. Je viens de faire mon premier. Je regarde un peu les champignons. Pas encore énervé certains avec qui plus est des champignons. Hein. Il y a déjà un chien. Vous avez vu? C'est un chien, ça. C-H-I-E-N. Chien. Et ce diktat est d'autant plus choquant, évidemment, pour ceux qui font du jeûne intermittent ou qui n'ont que 2 repas, comme moi. Enfin, 2 repas, mais il peut y avoir une collation entre les 2. Je vous rappelle que l'idée, c'est de réduire la fenêtre alimentaire, idéalement à 8 heures, ce qui permet aux intestins de récupérer pendant les 16 heures sans nourriture, ce qui ne fera d'ailleurs que 12 heures sans digestion, puisqu'il faut 4 heures pour digérer le dernier repas. Alors justement, parlons-en de ce dernier repas. Ce dernier repas devrait être dénué de protéines. Alors, il y a différentes raisons à ce dogme, ce mythe. Un mythe. Une des raisons invoquées, c'est que si on remonte à nos ancêtres du Paléolithique, et ça j'aime bien de faire aussi, hein, de comprendre ce que l'humain a fait depuis tellement longtemps qu'on ne peut pas prétendre que nous, en quelques milliers d'années, on a réinventé toutes les règles qui régissent notre espèce. J'ai failli dire notre espèce animale. Oups. Bon. Notre espèce humaine, Homo sapiens, parce que finalement ces règles correspondent à des vérités génétiques et physiologiques qui changent certainement, mais à une vitesse qui n'est pas du tout celle des changements apportés depuis l'avènement du néolithique il y a 12 000 ans, et encore moins depuis, on va dire, l'installation de la vie moderne avec des changements dramatiques évidemment dans nos habitudes, etc. Et dans nos besoins aussi, puisque il y a quand même une énorme sédentarisation qui reste vraie même pour ceux qui pratiquent du sport, mais pratiquer quelques heures de sport par semaine, c'est une chose, et mener une vie faite de travaux manuels et d'efforts constants en est une autre. Bon. Et donc, j'aime bien d'examiner ce qui se passait au Paléolithique. Et alors, il y a des éléments qui suggèrent que on ne cuisait pas de la viande autour d'un feu la nuit tombée. Que le feu, une fois la nuit tombée, c'est plus un prétexte pour se rassembler autour de ce feu, se réchauffer le cas échéant, évidemment, certainement en période hivernale, et discuter, et faire des projets et réfléchir à ce qui pourrait être amélioré. Et puis évidemment, grande spécialité humaine, c'est de faire des ragots. Bon. Et donc que on ne mange pas dans le noir de la viande cuite sur ce feu de bois. Bon, moi, ça me va bien, parce que manger dans le noir, vous savez, on ne sait pas ce qu'on mange. Bon, il ne faudrait pas mettre la main sur une bestiole venimeuse quelconque et porter ça en bouche en se disant que c'est le morceau de viande bien juteux qui vient d'être cuit ou à moitié cuit. Donc, d'accord. Mais moi, je considère que le dernier repas peut être pris en fin d'après-midi, quand il y a encore de la lumière naturelle, et peut être cuit ou pas. Enfin bon, tout ça en plus, ce sont quand même des élucubrations, parce que vous imaginez bien que
vu le nombre de noyaux de population qui ont existé, c'était des populations très clairsemées, ben, les coutumes ont divergé. Elles sont influencées par l'environnement, elles sont influencées par la capacité de trouver de la nourriture. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait toujours dire que toutes ces histoires de dissociation et de tri entre les différents macronutriments qu'il faudrait manger ensemble ou pas à certains moments de la... Oui, on est bien dans l'ambiance, hein, là. Mais le bois qu'il y a ici derrière, bon, c'est plein de trous de soldats, hein, les fameux foxholes. Il y a des tranchées, il y a des petites fortifications, il y a plein de trucs là-dedans j'ai déjà visité plusieurs fois, mais j'ai pas encore tout vu, c'est énorme. Et alors il y a des vestiges, hein. Les fouilles ici sont strictement interdites, sous peine de poursuite légale automatique. Si on vous prend à fouiller, venir avec un détecteur est passible de poursuite légale parce que c'est bourré d'armes, de détecteurs, de munitions. Donc l'utilisation de détecteurs va éventuellement vous amener sur des munitions encore dangereuses. Enfin bon, surtout pas. Et puis alors il y a des corps, hein. Ils sont là, mais ils n'entendent pas notre vidéo. Ça me paraît certain. Quoique, hein. Il y en a d'autres qui n'entendent pas non plus, puisque il y a... Bon, alors, où est-ce que j'en étais? Donc, ces dissociations, vous savez, l'humain a toujours mangé ce qu'il trouvait. Alors, est-ce qu'ils allaient être à ce point masochistes de se dire « Ah oui, non, on a trouvé ça et ça, mais on crève de faim, mais on va pas manger les deux, hein. On va manger un maintenant, on mangera l'autre demain. Ou on mangera l'autre dans 3 heures. » Bon, c'est aberrant. Enfin, je veux dire, il faut rester les pieds sur terre. C'est totalement aberrant. Alors, cette idée qu'on ne mangeait pas de protéines au dernier repas, et je veux bien que ce dernier repas, idéalement, avait lieu à la lumière du jour, mais qu'on n'y mangeait pas de protéines. Enfin, comment peut-on garantir ça? Comment peut-on ériger ça en dogme? Bon. Alors, il y a une deuxième raison, apparemment, pour ce diktat, qui ne me convient pas du tout. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, dès que je vous ai donné la deuxième raison. Cette deuxième raison, c'est que les protéines au repas du soir seraient nuisibles pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Ah, bon. Eh ben, nous voilà encore avec quelque chose, hein, toujours de manière obsessionnelle autour de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et moi, je range ça dans la même catégorie que l'autre mythe absolu qui consiste à se bourrer de fructose le matin pour favoriser la conversion de T4 en T3. What next? Hein? What next? Se bourrer de fructose le matin pour convertir T4 en T3, pas de protéines le soir, le goûter sucré sans lequel évidemment il est totalement impossible de dormir. Est-ce qu'on va arrêter ce délire? Est-ce qu'on va arrêter ce délire? Parce que entre se bourrer de fruits le matin, enfin, je dis pas que ça a été nécessairement promulgué à fond, hein, cette histoire de fructose, mais enfin, c'est mentionné comme quoi c'est super bon pour convertir T4 en T3. Ben, tu parles. Et alors, les autres imbécilités du goûter sucré et du dîner ou souper, puisqu'il y a des Belges qui m'écoutent aussi, surtout, non, il y a beaucoup de Français, je pense, du dernier repas, on va dire, pour faire plaisir à tout le monde, qui doit être dénué de protéines. S'il est dénué de protéines, il va quand même être plutôt glucidique, ou glucidique et lipidique.
Mais les lipides ne vont pas empêcher les glucides de faire monter la glycémie, de créer un pic de glucose et d'insuline. C'est quand même une drôle d'ambiance, hein, cette histoire. Hein. C'est nouveau, hein, toutes ces photos qu'ils ont disposées dans tout le monde. Je ne vous les montre pas toutes, hein, sinon on ne fait plus que ça. Donc, entre se bourrer de fruits, les goûters sucrés et les dîners, soupers sans protéines qui vont avoir un impact glucidique que je considère comme désagréable et contre-productif, mais on est en train de faire une promotion du prédiabète. Ben oui, si vous avez à tout bout de champ pendant un grand nombre d'heures, puisque tout ce bazar doit forcément à entendre certains commencer à l'aube. Je suis pas contre commencer tôt et finir tôt. Hein. Ça, j'insiste quand même là-dessus parce que c'est vrai que j'ai sans doute pas assez insisté là-dessus dans mes premières vidéos sur le jeûne intermittent. Je trouve qu'en effet, si certains préfèrent être du matin, manger tôt, finir de manger très tôt en milieu d'après-midi, c'est très bien. La fenêtre de 8-9 heures pour absorber tous ces aliments est respectée. Et manger tard, là on est tous d'accord. Hein. Manger tard le soir fait grossir, nuit au sommeil et est totalement aberrant. C'est socialement agréable, mais c'est pas du tout une bonne idée. Et faites attention parce que ceux qui aiment bien faire le jeûne intermittent, j'ai failli tomber un peu dans ce piège-là. Je me retire en arrière, c'est-à-dire que je démarre plus tôt maintenant avec mes 2 repas. Finalement, sinon, si vous mangez à 15-16 heures, oui, mais alors le dernier repas, très facilement, il déborde sur le début de la nuit ou la soirée bien avancée et c'est pas génial. Hein. Vous voyez, strictement interdit de venir ici avec des détecteurs et faire des excavations. Okay, vous pouvez venir visiter, mais pas avec des détecteurs de métaux. Donc, je comprends pas ce manque de respect pour le besoin impérieux de stabiliser la glycémie. C'est un besoin impérieux, la stabilisation de la glycémie, pour de multiples raisons. Mais évidemment, la première raison, c'est que une majorité d'adultes, d'âge mûr, on va dire, ont des problèmes de prédiabète, de résistance à l'insuline, si c'est pas du diabète, et puis aussi de surpoids, voire d'obésité, tout ça étant la faute du sucre et pas la faute du gras. J'espère que vous avez quand même intégré ça maintenant. Hein, parce que ça fait 20 ans que je le dis, mais là maintenant ça commence à être diffusé partout. Il y a progrès. Et certaines recommandations anti-gras, par exemple, de l'administration américaine, ont été retirées il y a 2-3 ans. Tout ça a disparu des conseils, parce qu'on se rend bien compte que c'est ce qui a poussé les gens vers le high fructose corn syrup, tous les produits light, on a enlevé le gras, on a mis du sucre. Hein. C'est dramatique. Donc, on a une obligation morale vis-à-vis de la population de ne pas les laisser s'embarquer dans des systèmes alimentaires qui déstabilisent leur glycémie. C'est comme ça. Alors, il y a des exceptions. Vous avez d'abord les jeunes, c'est moins important, mais est-ce qu'il faut les laisser prendre de mauvaises habitudes? Moi, je ne crois pas. Il vaut mieux donner les bonnes habitudes, même pour les enfants, les goûters sucrés. Je suis pas du tout d'accord des goûters sucrés pour les enfants. Goûter, je veux bien, mais pourquoi sucré? C'est quoi cette folie furieuse? Hein? Vous croyez que les enfants, avant les années 1500, avaient des goûters sucrés? Ben, il n'y a pas de sucre. Donc, expliquez-moi que vous avez des goûters sucrés, il n'y avait pas le sucre de la canne à sucre. Hein? Quand même qu'on m'explique un peu tout ce fatras d'absurdité. Et donc, je vous
je persiste et je signe, toute personne qui fait partie du corps médical et ceux qui sont dans cette mouvance, dans cette orbite, et qui sont des nutritionnistes, des naturopathes, des ostéopathes qui donnent des conseils alimentaires, ce que je trouve tout à fait judicieux, pourtant qu'ils soient bons, même des coachs sportifs, etc., quand vous donnez des conseils basés sur tous ces délires et que finalement les gens se retrouvent à déstabiliser leur glycémie, vous faites un grand tort à la population. Ah oui, parce qu'une glycémie que vous déstabilisez, le crime appelle le crime, c'est-à-dire que quand la glycémie monte et descend, ce qui, je vous rappelle, épuise les glandes surrénales, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais évidemment que ça joue aussi dans l'impérieuse nécessité qu'il y a à arrêter ces conseils déconnants. Quand votre glycémie monte et descend, c'est au moment où elle descend que vous allez préparer votre prochaine forfaiture. Hein, j'ai encore eu une patiente cette semaine qui me dit que oulala, un café noir, non, pas possible. Ah non, pas possible. Café au lait, impérieux, sans lait, c'est pas buvable. Ah, bon, ouais. Et en plus, elle met un sucre dedans. Ouais. Alors, c'est une personne qui est mince, figurez-vous, dont les paramètres du métabolisme des glucides ne sont pas mauvais, mais elle a une dysfonction intestinale, une dysbiose intestinale majeure, un intestin poreux, et donc un problème auto-immun avec une thyroïdite auto-immune. Donc, vous voyez, vous êtes toujours attrapé au tournant. Promouvoir des repas ou des collations ou des boissons sucrées ou exclusivement glucidiques est absolument criminel par tous les aspects et y inclut un dernier repas sans protéines. Parce que s'il n'y a pas de protéines, ça va être très difficile de stabiliser la glycémie. Oui, bon, on peut éventuellement, avec les fibres, stabiliser quand même. Et d'ailleurs, j'ai eu des échanges sur les commentaires YouTube de ma chaîne au sujet de la coutume dans le Lyonnais, Lyon en France, a commencé un bon repas par une salade verte, une salade de laitue vinaigrette. Oui, ça me va. Mais le problème, c'est que cette salade-là me va. Mais si vous dites par des fibres, sans un peu préciser les choses, vous allez vite tomber dans des salades qui ne sont pas si vertes que ça, où il y a un peu des patates. Vous allez tomber dans des soupes qui, si elles ne sont pas basées sur des lentilles ou autres légumineuses, ou s'il n'y a pas évidemment des ajouts de viande ou de poisson ou de crustacés, parce que ça, ou de poulet, enfin bon, des soupes, je dirais, agrémentée de protéines, mais la soupe de légumes, alors on va dire, ça c'est bien, c'est des fibres pour commencer le repas. Mais non, ça va vous déstabiliser la glycémie à tous les coups. Okay. Donc moi, je trouve que la seule manière de bien faire comprendre aux gens comment stabiliser leur glycémie avec un repas ou une collation, c'est toujours de leur dire, il faut des protéines là-dedans, et il faut commencer par les protéines. Je n'ai pas dit qu'il fallait manger toutes les protéines et puis le reste après, mais il faut commencer par plusieurs bouchées de protéines. Et ça stabilise. Et ça, je l'ai vérifié 1000 fois en contemplant la baisse des taux d'hémoglobine glycosylée. Parce que tous ces farfelus qui vous donnent des conseils à ce que j'appelle moi la mort moelleux, je ne sais pas si c'est du belge ou si c'est compris en France, ou si c'est franchement du
à la limite de la bienséance, mais tous ces conseils que je peux bien ne pas qualifier, mais je viens de vous les détailler, eh bien, ont pour effet d'augmenter l'hémoglobine glycosylée. Le problème, c'est que dans ces algorithmes auxquels je pense, et j'imagine que vous voyez ce à quoi je fais allusion, eh bien, on ne dose pas l'hémoglobine glycosylée. Ah oui, ça c'est facile, ça. Ah ben oui, on fout le truc en l'air, mais on refuse de le voir. On refuse de démontrer que c'est nocif. Et on se rabat sur l'immonde index OMA, qui fait fi de l'hémoglobine glycosylée, qui se base sur des valeurs à jeun. L'index OMA, c'est la glycémie à jeun. C'est l'insulinémie à jeun. Oui, mais les valeurs à jeun vont rester beaucoup plus longtemps satisfaisantes alors que vous avez déjà massacré vos journées. C'est dans la phase suivante, déjà avancée, de la marche vers le prédiabète et le diabète, que les valeurs à jeun deviennent altérées. Et quand vous avez un bon index OMA à jeun, qu'est-ce qui vous dit que pendant la journée, ça se passe bien si vous ne dosez pas l'hémoglobine glycosylée HbA1c? Parce que l'HbA1c intègre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 3 mois. C'est une intégration de tout ça. Et donc les journées, et les nuits d'ailleurs, ou la fin des journées, ou les soirées, sont prises en compte dans l'HbA1c, dans l'index OMA. Ben, que dalle. Ce qui est pris en compte, c'est à jeun. Ah oui, mais à jeun, c'est la dernière chose qui va crouler. Et donc, c'est pas bon. C'est pas du tout un bon index. Il est évident qu'il faut doser la glycémie à jeun et l'insuline à jeun. Maintenant, est-ce que vous avez besoin d'un index pour digérer, c'est le cas de le dire, ce qu'apportent ces deux types de mesures? Moi, personnellement, je trouve que c'est une insulte à l'intelligence humaine. Enfin bon, passons. Tout ce que vous voulez, mais c'est à jeun. Et puis après, qu'est-ce qui se passe quand on fait autant de conneries que celles que je vous ai décrites aujourd'hui? Eh bien, ça se passe de plus en plus mal au fil des années. Il y a une dérive au fil des décennies de vie. Alors, bon, j'ai commencé tout à l'heure à parler des jeunes. J'ai pas eu le temps de vous dire les sportifs et tout ça. Bon, là, on peut avoir des accommodements. Mais ici, la médecine fonctionnelle s'adresse surtout à des gens qui commencent à avoir des petits bobos, typiquement 40 ans, ça peut commencer plus tôt, ça peut évidemment être plus tard, mais ce sont des âges auxquels toutes ces théories fumeuses sont nocives et pas bénéfiques. Et ça, je suis désolé, ça ne devrait pas être véhiculé par des médecins ou par des professionnels de la santé. Alors moi, je suis véhiculé ici par un non-humain qui, figurez-vous, a 4 pattes, qui s'appelle Goliath, et qui vous dit, à vendredi prochain, 19h30. Nous sommes toujours entre 60 et 80 maintenant tous les vendredis, et bon, c'est sympa, et je crois que ça s'amuse bien, c'est l'occasion de me poser des questions en direct, auxquelles je réponds à toute vitesse, au fil du déroulé du live chat du vendredi soir, 19h30, sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Salut!